comme des vêtements ou des draps, par piqûre d'aiguille dans le cadre des soins de santé, voire lors des blessures dans les salons de tatouage, pendant la grossesse ou l'accouchement. La transmission aussi se réalise ou s'effectue d'un animal contaminé à un humain. Jusque-là, on ne connaît pas le réservoir animal du virus, mais des études sont en cours. Diapositive. Les symptômes de la maladie. On peut évoquer de la fièvre, des céphalées, une éruption cutanée, des maux de gorge, des douleurs musculaires, des douleurs dorsales, ainsi que l'asthénie. Les groupes à risque de contracter la maladie sont le personnel de santé, les personnes de proximité vivant avec une personne atteinte de la maladie, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes et les travailleurs du sexe et leurs clients. Le cumul des cas Mpox en République démocratique du Congo est noté à 48 612 cas, 10 813 cas confirmés, 15 049 échantillons analysés, dont 10 813 échantillons déclarés positifs, soit 71,9%. Nombre de décès, 1190. Le cumul des cas de Mpox au Sud Kivu de la première à la 52e semaine est évalué à 19 776 cas suspects, 6 433 tests réalisés au laboratoire, dont 4 220 tests confirmés, soit 66,7% de positivité. 18 340, 345 personnes ont été déclarées guéries, 601, 601 cas actifs, 41 agents de santé repartis dans 20 zones de santé ont contracté la maladie dont on a déploré un décès. On a dénombré 64 décès pendant toute cette période. Pilier PCI. À la division provinciale de la santé publique, la PCI était à 95%. L'isolement des malades, 85%, 35%. La stérilisation, 30%. L'utilisation des épis connaît surveillance et suivi des cas irréguliers. Injection sécurisée. La technique, 90%.
mais la pression est à 25%, 65%. Non-respect des normes. Leadership et formation, 33%. Nettoyage et désinfection, 35%. Hygiène et assainissement, 50%. Gestion des déchets, 30%. Approche communautaire. L'approche communautaire consiste à sensibiliser et communiquer régulièrement dans la communauté sur les mesures de prévention de la PCI. Elle consiste aussi à influencer les leaders communautaires à s'approprier cette lutte, surveiller et suivre les cas, interagir avec les prestataires des soins. Cette approche nécessite un renforcement des capacités en formation et équipement. Elle constitue une base solide dans la rupture de la chaîne de transmission de Mpox, mais le taux de réalisation est trop faible. La prévention. Sur le plan pratique, la communication et la sensibilisation sur le mode de transmission, les signes de la maladie et les mesures préventives jouent un rôle très important pour réduire sensiblement les risques de transmission d'un pox dans la communauté. Les circuits et canaux de communication ne favorisent pas correctement la transmission des messages de la PCI. Triage dans les centres de traitement Mpox non existants ou par endroits ne répondant pas aux normes. Il y a une pénurie en intrants et épis dans le centre de traitement Mpox. L'emplacement des malades dans les centres en question ne respecte pas la distanciation. Les prestataires de première ligne dans les centres de traitement Mpox éloignés n'ont pas participé à plusieurs formations. Il y a une négligence de port des épis par des prestataires de soins au cours de leur exercice dans le centre de traitement Mpox. Il y a un problème de leadership. Le mécanisme de surveillance et suivi des cas est défaillant. Une faible mobilisation des ressources financières existe pour réaliser certaines formations, pour appuyer en intrant et EPI au centre de traitement Mpox. En conclusion, Mpox constitue un sérieux problème de santé publique. Le renforcement des capacités des personnels de santé en PCI dans la riposte est une priorité pour endiguer la maladie. La participation communautaire est
un indicateur PCI. C'est un problème. Les défis de la PCI sont nombreux. Il faut des moyens conséquents pour améliorer la performance. Que pouvons-nous retenir? Sur le plan de la prévention, la prévention demeure un mécanisme efficace pour interrompre et réduire les risques de transmission d'un mpox. Mobilisation des ressources. La faible mobilisation des ressources retarde la mise en œuvre de programmes PCI dans la lutte en province. La communauté. Faible participation et engagement de la communauté dans la lutte exacerbe la transmission de la maladie. Que pouvons-nous recommander? Pour améliorer les scores des indicateurs, utiliser rationnellement les ressources disponibles, former les personnels de santé en PCI, impliquer les personnes ressources dans l'élaboration des normes, renforcer les capacités dans les domaines de surveillance, suivi et évaluation, mobiliser les ressources financières et matérielles nécessaires pour la réalisation des objectifs. Enfin, intégrer la communauté à s'approprier cette lutte. Voici, monsieur le modérateur, la fin de cette présentation et merci à tous. Le vaillant professeur, merci beaucoup pour ce salut, cette intervention salutaire qui nous est très bénéfique et c'est des résultats fortement inquiétants. Je n'aimerais pas verser ce que j'ai en moi dans les autres. Et voilà comment nous allons nous y prendre à main levée ou par un message. Vous pouvez envoyer votre intervention et ça va pouvoir permettre de pouvoir enrichir. Il est faire possible que notre collègue Mathias Marabou puisse être disponible pour pouvoir faire un petit commentaire avant que les uns les autres ne puissent donner leurs avis ou leurs interventions. Donc, des questions peuvent être reçues dans la boîte à conversation, chat box, mais également à main levée. Chacun peut pouvoir se manifester et nous allons lui accorder la parole. N'oublions pas, il y aura un lien qui va être partagé pour que nous puissions tous ensemble faire l'évaluation de la session d'aujourd'hui. À vous donc. Cher collègue Mathias, y a-t-il un commentaire que vous voudriez bien faire avant que les participants ne puissent faire ou donner leurs préoccupations? À Merci vous. beaucoup, docteur Valérie. Merci beaucoup, professeur Ali, pour cette intervention. Comme disait docteur Valérie, que c'est l'esprit d'équipe. Avec le problème de connexion, ça pose problème. Voilà un peu la situation par rapport à notre travail d'aujourd'hui, à notre exposé. Nous restons disponibles pour les interventions des uns des autres et essayer d'intervenir au moment opportun. À vous, docteur Valérie. Merci beaucoup pour le travail abattu, cher collègue Marabout. Je vais arrêter la présentation de façon à ce que l'un et l'autre puisse avoir la visibilité sur les intervenants. Et la première question, cher collègue Marabout, j'ai vu que le leadership n'est pas fort, ce qui ferait que certaines choses pourraient facilement s'expliquer du fait que cela passe de haut en bas et que cela
poserait beaucoup de problèmes pour pouvoir implémenter la PCI. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un dont le micro est ouvert. Je ne vois pas qui c'est. Chers collègues, comme l'avis, vous voulez bien Ah, poser une question? pas pour le moment, pas pour le moment, prof. Ok, voudrez-vous bien fermer Oui, le micro alors? Merci, c'est oui, gentil. merci. Alors, chers collègues Marabout, y a-t-il un commentaire que vous pouvez faire par rapport au leadership? Je sais que dans la lutte contre Mpox, il y a le gouvernement sous lequel ou sous le leadership duquel se trouvent plusieurs partenaires, mais également plusieurs divisions. Que dites-vous par rapport à cette coordination des efforts des organisations non gouvernementales, mais également du gouvernement local et probablement national autour de tout cela? Vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Valérie. C'est un problème sérieux au niveau provincial parce que le leadership ici chez nous est coordonné par la division provinciale de la santé au bureau de la coordination des ripostes des Mpox. Mais ce qui se vit sur terrain, parce que c'est la coordination qui donne des grandes orientations qui se vit sur terrain, et que les intervenants qui sont sur terrain dans un même site, chacun vient avec son mode de leadership. Donc, chacun vient avec ses instructions, avec son commandement pour essayer de travailler de sa manière. Donc, la coordination pose problème. Et là, nous arrive souvent à ce que le résultat donné puisse être, qu'il puisse y avoir une duplication des données par rapport aux uns et aux autres qui interviennent dans le terrain. Je donne un exemple concret. Dans le centre de traitement Mpox de l'hôpital général de Niantende, dans la zone de santé de Niantende, il y a AAP qui intervient. Il y a aussi AFNET qui intervenait là-bas, mais quand il s'agit de rapporter les données, on arrive à la coordination. Il y a les données toujours qui sont différentes, pourtant tous travaillent dans le même site. Tous travaillent dans le même site. Donc, il y a une certaine incoordination par rapport au leadership. Et là, comme résolution que nous avions proposée au niveau de la coordination, et que les gens qui sont sur terrain, ils doivent se concerter lors des rapportages. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. La question que je me pose très rapidement est la suivante. Avant que l'un ou l'autre ne se jette à l'eau, y a-t-il quelqu'un qui a une expérience dans son propre pays où il est ou dans une province où il est, si les mêmes défis qui ont été exposés par notre collègue Marabout ou qui ont été relevés sont les mêmes défis auxquels nous faisons face? Et qu'est-ce qu'il y a eu comme solution? Donc la question a deux volets. Qu'est-ce qu'il y a eu comme proposition de solution afin de pouvoir contourner cette difficulté? Parce que cet échange nous permet de pouvoir partager les expériences de terrain pour pouvoir améliorer là où nous sommes. Y a-t-il des collègues qui ont fait face à pareils défis et quelles ont été les solutions ou les propositions de solutions pour pouvoir contourner ces défis? À vous. Est-ce que Yapo, Guillaume, Robert, Jean-Robert, Aaron, y a-t-il quelqu'un qui a une expérience du fait de faire face à pareils défis et qui pourrait nous proposer quelques solutions? Cela nous permettrait de contourner la difficulté. Alors, s'il n'y a pas un volontaire, rapidement, la question que j'aimerais poser, est-ce que y a-t-il des réunions, puisque vous avez des réunions de rapportage, y a-t-il des réunions d'harmonisation des données
qui pourront se faire notamment donc par rapport aux données PCI. Et vous avez mentionné quelque chose en disant que du point de vue de la surveillance, nous avons également quelques différences et quelques difficultés. Si, par exemple, au niveau de la surveillance, on a des difficultés alors que c'est la surveillance qui nous sert de guide dans beaucoup de choses. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous en sortez s'il y a cette disparité des données également à laquelle vous avez fait référence, cher collègue Moirabou. Y a-t-il eu des propositions, des réunions d'harmonisation, un entre partenaires, ministères, donc sous Et la coupole du ministère pour essayer de contourner ces difficultés? À vous. merci beaucoup. Il y a toujours eu des réunions de la coordination et harmonisation. Les problèmes se posent au niveau des piliers. Les rapportages, par exemple, des piliers de communication à risque et les piliers, par exemple, de prélèvement des échantillons, des piliers des labos, il y a toujours des discussions et il y a toujours des informations qui ne sont pas harmonisées. Chaque pilier vient avec ses informations. Et quand chaque pilier vient avec ses informations, ces informations sont centralisées au niveau de la coordination. Et quand il y a présentation, chaque pilier présente ses préoccupations, son travail. Et c'est le moment où on découvre que il y a un problème au niveau des rapportages. Et ce problème se trouve d'abord qui rapporte, ce sont les prestataires de soins qui rapportent et aussi les chargés de suivi des organisations qui passent dans des centres de traitement qui rapportent aussi. Mais tout à fait, c'est contradictoire. La proposition, la recommandation que nous faisons toujours est que on puisse harmoniser, qu'il puisse y avoir un atelier qui va regrouper tous les intervenants et leur donner une ligne de conduite. Mais pourquoi cet atelier ne se réalise pas pour avoir des résultats très fiables par rapport à la surveillance, par rapport au suivi, par rapport à la désinfection des ménages, par rapport à tout ça? Pourquoi cela ne se réalise? Cela ne se réalise parce qu'il manque des ressources nécessaires pour organiser de tels ateliers. Faut-il que on puisse continuer à souffrir parce que il y a manque de ressources pour organiser des ateliers? La réponse, c'est non. Il faut chercher des alternatives. Et de ces alternatives, on pense par exemple à des communications de messages par des voies électroniques et à certains travaux que l'OMS peut préparer ou bien que l'UNICEF aussi peut aider, pourquoi pas CDC Afrique qui pourrait aussi contribuer pour essayer d'améliorer ça. Voilà un peu ce que je pouvais dire à ce propos. Merci. Merci beaucoup, cher collègue Marabou. La question aussi, est-ce qu'il y a quelques spécialistes, quelques experts qui peuvent apporter leur contribution afin de pouvoir essayer d'aider l'équipe du Sud Kivu pour essayer de pouvoir améliorer certaines approches à ce propos? D'autant plus que nous comprenons que la population ne s'approprie pas de la lutte. Et les aspects sécuritaires tout autour qui sont en train de venir risqueraient de pouvoir également aggraver la situation. Qu'est-ce qu'on peut bien faire par rapport à cela? Merci beaucoup, docteur. Vous permettez? Peut-être il y a un autre intervenant. Ah, allez-y, à vous. Allô, docteur Valérie. Allez-y, nous vous écoutons. Oui. Euh, Allez-y. Comme vous parlez aussi de cette notion-là, de quoi, d'approche communautaire, il y a la communauté, il y a tout ce monde-là, il y a les brigadiers,
sanitaire et tout ce monde-là qui doit intervenir, nous pensons que euh, peut-être que le système n'est pas bien coordonné. Il y a des partenaires qui amènent quand même leurs contributions, mais ces contributions là-bas ne suffisent toujours pas. La province est immense. Imaginez, nous avons 24 centres de traitement Mpox dans la province, dans 16 zones de santé. Il y a des zones de santé qui se trouvent à plus de 300 kilomètres de Bukavu. Il y a, pour accéder, il faut aller par avion. Il n'y a pas moyen d'aller avec la moto ou le véhicule parce que l'impraticabilité des routes ne permettait pas. Et tout ça, ce sont des blocages pour que les gens puissent s'approprier. Et croyez-moi, à l'allure où vont les choses, c'est très difficile de dire que nous allons prendre des mécanismes favorables en ce moment pour essayer de réduire la contamination. Nous vivons dans une zone en pleine insécurité, ici, dans cette province maintenant, parce que la guerre se trouve à quelques kilomètres des centres-villes de Bukavu. Les malades sont en train de fuir les centres de traitement Mpox. Imaginez la suite. Et la communauté, elle, n'était pas bien formée par rapport à la lutte. La sensibilisation ne passait pas très bien par rapport à cette lutte. Raison pour laquelle nous disons que la tâche est très difficile, que ce soit pour la coordination, que ce soit pour les intervenants, que ce soit pour les prestataires de soins et autres leaders sur, sur la question d'Mpox. Merci. J'ai eu à perdre la connexion. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Oui, professeur, je ne sais pas si le collègue a fini de répondre à la question. Il a fini. Il a fini il y a quelques secondes. Merci beaucoup, cher professeur. Je ne sais pas si en ligne, on a quelques questions. Je vois les amis de Calémie, je vois les amis de Kinshasa, je vois les amis de Côte d'Ivoire. Je posais la question au collègue Kwasi Frédéric. Ah, OK. Ibrahima Kouma, vous avez la parole. Ok, merci à tous. Je m'appelle Ibrahim Akouma de la Côte d'Ivoire. Bon, ma question concernant surtout ces épidémies zoonotiques. Bon, je me dis que nous devrons tirer surtout les leçons du passé. Je ne sais pas si le concept une seule santé, si cela demeure toujours comme une théorie, ou bien si jusqu'au niveau de la base, si je dis la base sur le terrain, est-ce qu'un agent de santé humaine et puis un agent du service vétérinaire, puis les eaux forêts, est-ce qu'il y a une collaboration dans le travail, de telle sorte que souvent les gens vont jusqu'à euh, à contrôler la maladie, je ne peux pas dire ces maladies zoonotiques, et surtout, la sensibilisation au niveau de la population locale, je ne peux pas dire des communautés, de telle sorte que les gens puissent comprendre que la consommation, que ce soit la manipulation des animaux sauvages, peut nous créer des problèmes. Merci.
Merci beaucoup, cher collègue Ibrahima. Est-ce qu'il y a un de nos experts qui a la réponse à donner? Je souligne que déjà, le lien pour l'évaluation de la session a déjà été posté. Chacun d'entre nous pourrait bien évaluer et répondre. Oui, professeur, vous avez la parole. Professeur Ali. Oui, merci, docteur Valérie. Merci aussi à Monsieur Ibrahima pour son intervention. Avant d'y répondre, je voudrais d'abord féliciter l'orateur du jour euh, pour avoir préparé euh, ce qu'il nous a présenté. C'est très courageux de sa part et quand il dit que la guerre est à la porte de la ville où il se trouve. Il fallait beaucoup de concentration et de courage pour le faire. Merci, Monsieur Mathias, pour ça et pour préparer un exposé aussi clair. Je voudrais appuyer ce que vient de dire Monsieur Ibrahima. C'est que le concept existe. Il y a des comités, je sais, dans le pays où je me trouve, en RDC, il y a ces comités qui existent en haut lieu, il y a des réunions qui se tiennent, mais quant à l'applicabilité de toutes ces résolutions jusqu'à la base, pour ne pas parler de la communauté, c'est là où il y a un hiatus, comme on dit. Donc, ce qui se conçoit en haut n'est pas nécessairement appliqué dans la communauté. La sensibilisation n'est pas ce qu'elle devrait être pour que l'appropriation de ce concept et son application. Voilà ce que je peux dire. Le concept est là. Des comités existent en haut lieu. L'application n'est pas encore effective, sinon inexistante. Voilà mon point de vue. Merci bien, cher professeur. J'ai vu le collègue Papi Chentwali. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, docteur. Bonjour à tous. C'est vraiment un honneur de participer à cette séance et surtout à écouter encore le prof Boulaboula. Merci merci à Monsieur Mathias pour la présentation. J'interviens à partir de Bukavu. Bon, en fait, les échanges concernant le leadership ont répondu à certaines préoccupations. On sent, nous, personnellement, je vois, je comprends tout ce qu'il y a comme difficulté et les questions risquent d'être, des questions qu'on se pose sont déjà répondues à travers les problèmes les problèmes, n'est-ce pas, liés au leadership. Bien, ma question, c'est par rapport à la prévention. Et donc, parmi les points à retenir, il a été dit que c'est mieux de pouvoir, n'est-ce pas, insister sur la prévention, notamment pour réduire les risques de transmission. Et je n'étais pas dans la province quand l'épidémie a commencé, mais en soi, il a été dit que l'épicentre, c'était la zone de santé de Kamituga. Mais actuellement, on ne parle presque plus de Kamituga, on parle de la zone de santé de Nyangezi. Dans la présentation, on n'a pas vu vraiment le mapping sur la dissémination des cas ou l'apparition de nouveaux cas par rapport à partir de l'épicentre. Je voulais un peu savoir qu'est-ce qui s'est passé
comment le virus s'est comporté dans sa dissémination. De Kamituga, mais actuellement, c'est beaucoup plus Nyangezi qui est à la une. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas il y a des raisons pour ça, ou c'est notamment aussi lié à la distance entre Bukavu et Kamituga, où on ne sait plus, n'est-ce pas, contrôler ou avoir des informations quant à ce. Donc, je voulais un peu avoir une idée sur la dissémination des cas à partir de l'épicentre jusqu'à maintenant. Parce que quand même, il y a des... Et même aujourd'hui, il n'y a pas, quand ensuite on parle aussi des zones de santé également qui est IDUI. Et donc, c'est vraiment épars. Ce sont des coins plus ou moins éloignés les uns des autres. Je vois Kamituga, Miti Moresa, Ndangezi. IDUI, c'est pratiquement des coins, hein, les quatre points cardinaux, comme qui dirait. Euh, mes excuses pour la longueur, n'est-ce pas, de mon intervention. Merci. Non, l'intervention vaut son pesant d'or et je suis assez intéressé aussi par cette même question. Je crois qu'il va pouvoir essayer de pouvoir donner quelques éléments de réponse, mais je vois tout de suite dans la présentation, il a dit que le suivi des contacts, la surveillance a beaucoup de difficultés. Donc, je m'imagine personnellement qu'avec tout le mouvement de population que nous avons, parce que j'ai suivi à la radio hier et aujourd'hui que l'on parle des mouvements des populations même vers Idj. Ça veut dire que tout le monde qui peut se retrouver dans pareille zone où nous avons des cas, que facilement les personnes peuvent se déplacer. Si déjà le suivi des contacts devient assez difficile et la recherche active des cas n'est pas opérationnelle, eh bien, je crois que nous aurons besoin de pouvoir inviter les amis de la surveillance pour préparer, pour pouvoir nous donner quelques éléments pour autant qu'ils s'est concentré sur la prévention. Mais qu'à cela ne tienne, chers collègues Marabout, Mathias, y a-t-il moyen de pouvoir apporter quelques éléments de réponse à cette intervention? Et après, nous allons donner la parole à Alex Ndegue et prendre quelques questions qui sont dans le chat box. Merci beaucoup, docteur, d'avoir posé cette question. Bien sûr, comme je venais de le dire, nous avons 24 centres de traitement Mpox, y compris Kamituga, qui était l'épicentre. Mais pour le moment, euh, il y a, il y a il y a Nyantende, il y a Kavumu et, qui sont au pic. Il y a aussi Uvira qui sont au pic par rapport à Kamituga. Donc, ce n'est pas à dire que Kamituga n'a plus de cas de Mpox. Il y en a parce que euh, la présentation que je venais de faire ici date de la première semaine jusqu'au 52e semaine de l'année 2024. Alors, c'est par rapport à ça que j'ai essayé de récolter de ces données. Kamituga est toujours là, l'Mpox est là, mais ce n'est pas avec l'ampleur du début comme ça a commencé, comme vous y étiez là-bas. Non. Pour le moment, il y a Nyantende, il y a Nyangezi, il y a Kavumu, hein, qui sont vraiment au top des Mpox et que les interventions sont toujours limitées. Voilà. Comme vous disiez là-bas, Kamituga, il y a aussi Kitutu. À Kitutu, comme je venais de mentionner tout de suite, nous avons connu un cas malheureux il y a peut-être 2, 3 semaines, quand on avait justement prélevé les échantillons pour amener au laboratoire ici. On a confié les échantillons à un motard et le motard a disparu avec les échantillons. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'il avait déposé les échantillons. Il était tombé dans l'eau avec ça parce qu'il devrait venir avec sa moto. La route est impraticable, on ne sait pas. Hein. Et vous voyez tout ça, avec les rapports, avec tout ça, c'est un problème sérieux. Voilà. Rassurez-vous que Kamituga, il y a toujours la maladie, mais ce n'est pas avec la même ampleur comme au début. Les difficultés sont très nombreuses. Oui, merci. Merci beaucoup, cher collègue Marabout. Et
Nous allons donner la parole à Alex Ndegué avant que on aille au chatbox et que le professeur puisse essayer de pouvoir donner aussi quelques éléments. Alex, comme ça le professeur pourra reprendre après vous. Vous avez la parole, vous pouvez ouvrir votre micro. Apparemment, vous Merci, nous appelez de Calémie, professeur. d'après ce que vous avez écrit dans le chatbox. Merci. Tout à fait, tout à fait. Je suis à Calémie, précisément à la division provinciale de la santé du Tanganyika. Je suis aussi du bureau hygiène et salubrité publique de la division provinciale de la santé. Je tiens vraiment à féliciter le collègue qui a pu développer le thème si important et actuel, puisque aujourd'hui le Mpox est vraiment à la une. Quand j'ai suivi son intervention, il a juste stipulé par rapport à la prévention et pas dans les défis. Il y a un problème qui m'a aussi intéressé pour savoir, puisque le Mpox, à travers sa transmission et comment le prévenir, nécessite aussi l'engagement communautaire. Au niveau de l'engagement communautaire, on voit que sur le plan pratique, la communauté, la communication ainsi que la sensibilisation de la communauté pose problème. Euh, Est-ce que dans le contexte actuel, que tout doit être centré sur la communauté, moyen pour peut-être pallier à ce que cette communauté qui doit être informée d'abord du risque qui le guette et des moyens pour l'éviter, soit aussi atteinte et informée. Puisque quand vous regardez même, il a dit que la mission en train de prendre en charge n'est pas formée. C'est que cette communauté aussi, même la communauté professionnelle, est aussi moins informée et moins sensibilisée, malgré qu'elle est en train de prendre en charge les malades. N'a-t-il pas trouvé que c'est aussi un risque qui nécessite à ce que la communauté puisse être bien sensibilisée et se mettre dans la danse afin que nous puissions un peu réduire ou inverser la tendance? Merci. Cher collègue Marabout. Merci beaucoup. Cher collègue Alex Ndeke, à partir de Calémie, bien sûr, nous devons marteler sur l'engagement communautaire parce que cette approche est très importante. Et si cet engagement défaille, il y aura bien sûr des conséquences néfastes parce que tous les malades viennent de la communauté. Et avant de venir même au centre de traitement, il y a déjà des traitements traditionnels qui se font dans la communauté. On prend les feuilles de manioc, on pile les feuilles de manioc. Avec les feuilles de manioc, on essaie un peu de frotter la peau du malade sans tenir compte des risques. Et si cette communauté n'est pas informée, si cette communauté n'est pas sensibilisée, ça devient un problème parce que la maladie, la chaîne de transmission ne sera pas interrompue. Et raison pour laquelle cette communauté, c'est de son droit de connaître, même si la communauté ne connaît pas l'agent causal, c'est moins important pour elle, mais au moins qu'elle puisse connaître le mode de transmission de cette maladie et certains principes de prévention. Mode de transmission.
Et les signes précurseurs doivent être à la portée de la communauté. Dès que la communauté observe tel signe, il faut courir vite. Vous savez ce que vous dites, c'est important. Dans les centres de traitement Mpox, nous avons parlé tantôt là-bas, dans notre exposé, sur le problème d'alignement même des lits dans les pavillons ou les blocs d'isolement. On ne parvient pas à respecter la distanciation des lits des malades. Ça, c'est un. De deux, il y a le problème. Le garde-malade dort, passe la nuit avec le malade sur un même lit. Et là, il y a toujours un infirmier ou un personnel soignant qui fait aussi la garde et qui connaît la situation. Un autre aspect, si le malade fait par exemple 4 jours d'hospitalisation, 5 jours d'hospitalisation, il y a des éruptions cutanées et que sa literie n'est pas entretenue, les draps, les couvertures ne sont pas lessivés à la buanderie. Avec ça, c'est le manque d'hygiène aussi. Eh bien, chers collègues, si la communauté ne s'approprie pas la lutte contre les mpox, avec les mouvements des populations, comme disait le professeur Bolabol et ce que nous constatons ici, mais nous allons nous attendre à une grande explosion de cette maladie dans les communautés et surtout qu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour essayer de faire face. Ça va créer un grand problème de santé publique. Merci, cher Alex Ndeke. Voilà. Merci beaucoup, cher collègue Marabou. Professeur, vous avez la parole et profitez-en aussi pour essayer de pouvoir répondre à cette question. Étant donné de nombreux défis PCI et son rôle crucial dans la prévention de Mpox, comment expliquez-vous que ce pilier soit sous-financé par rapport aux autres? Cette question nous vient de Crescent Dabou. Merci pour la question. Certains points de mon intervention sont déjà brossés par M. Marabo et M. Ndeke et comme aussi M. Chentwali. Je ne dirais pas que mon intervention est sans objet, loin de là. Euh, M. Chentwali a évoqué les cas d'Ijwi, les cas de Nyangezi, hein, qui sont vraiment de points vraiment qui se trouvent à l'extrême l'un de l'autre, et Kamituga aussi. Ne l'oublions pas, mes prédécesseurs l'ont souligné, c'est le déplacement, le mouvement de la population pour des raisons diverses, les affaires, les temps sont durs, les gens vont dans tous les sens pour survivre, mais aussi, ne l'oublions pas, et ça va éclater, ça va devenir beaucoup plus davantage avec les conditions sécuritaires qui se détériorent de semaine en semaine. Ça va être beaucoup plus dur, mais j'aimerais dire qu'on a peut-être, Mathias peut nous dire le contraire, peut-être qu'on a négligé dans la communication d'intéresser les leaders sociaux.
les leaders sociaux qui sont les chefs coutumiers, les chefs de quartier, les pasteurs, les imams qui sont dans les différentes communautés. Et il fallait les former pour que eux soient les relais les plus importants pour communiquer à la population ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Pour revenir à la dernière question, moi j'ai toujours dit, et peut-être le docteur Valérie va y ajouter quelque chose, c'est que j'ai toujours répété que la PCI, c'est l'enfant, c'est le parent pauvre de la santé publique. N'eût été la COVID-19 qui a réveillé le monde. Ne vous leurrez pas, c'est pas seulement un problème de pays africains, même les pays dits avancés, les puissances, avaient leur faiblesse dans la PCI. La France n'arrivait même pas à produire le nombre de masques par semaine ou par mois pour sa population. Les États-Unis ont détourné ce qui revenait, je pense, à la France, en Chine. Hein, ils ont donné plus d'argent pour avoir ce qui revenait à la France. Voilà. Donc, c'est l'enfant pauvre de la santé publique, la PCI. Donc, on n'y met pas beaucoup d'argent et, 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 et- et n'attendons pas qu'il y ait... On forme la population. Et si cette population s'approprie des principes de la PCI, je pense qu'on évitera beaucoup de choses. Monsieur Ibrahima est revenu sur le problème des zoonoses, hein, et du concept One Health, une seule santé. Ben, tout ça doit se lier. Il y a besoin d'argent, c'est vrai, mais il faut aussi que nous fassions ce que nous devons faire au niveau des leaders sociaux. Quand un pasteur dit quelque chose, ça sert à prise en compte. Quand un prêtre, du haut de sa chair, dit quelque chose dans le domaine de la prévention, dans le cas qui nous préoccupe maintenant, un pox, les fidèles suivront. Voilà ce que je pouvais dire, chère Valérie. Vous pouvez peut-être ajouter, vous êtes un homme de terrain, vous pouvez ajouter euh, de, de données beaucoup plus précises et précieuses. Merci. Merci beaucoup. Quelque chose à pouvoir à l'organisation de la structure. Nous partons sur le structuré et planifié, ce qui est utilisé. Notamment, nous avons les solutions hydroalcooliques, les solutions pour la désinfection de l'environnement ou la décontamination, mettre un réseau d'approvisionnement. Ceux qui sont de la communauté peuvent également se mettre ensemble pour que cette réponse multisectorielle puisse permettre l'acquisition d'autant de choses. Par exemple, pouvons nous dire que sur chaque billet d'avion, on pourrait prélever autant qui peut aller à la prévention. On va dire chez nous, il n'y a pas d'avion. On peut se dire, OK, nous sommes une organisation d'agriculteurs dans ce pays. Lorsque nous vendons, voici, nous allons mettre ceci à côté de façon à nous prendre nous-mêmes en charge au niveau des communautés. Vous allez voir que progressivement, les besoins qui sont manifestés, la population pourrait se prendre en charge. On connaît des pays où les médecins sont payés par la communauté parce qu'ils rendent service pleinement pour cette communauté. Ceux qui vendent essaient de trouver des salaires pour eux. Donc, c'est un problème organisationnel. Le, le sous-financement
de ce domaine qui est assez nouveau dans beaucoup de pays fait que les choses nouvelles, quand elles ne sont pas très attractives et profitables, les gens ne les embrassent pas. Deuxièmement, les budgets alloués à la santé en général sont des budgets faibles dans nos pays. Vous êtes autour de 2, 3, 4%, moins de 10% comme budget qui est alloué au domaine de la santé. Et que quand vous amenez la PCI, on vous dit c'est une histoire d'hygiéniste. J'ai été appelé pour travailler dans une organisation, une grande organisation. J'arrive le jour où on me présente depuis le haut niveau jusque sur terrain, on dit c'est celui-ci qui va s'occuper des hygiénistes. Donc on a réduit le travail PCI à celui des hygiénistes. Or, les techniciens de surface qu'on appelle hygiénistes sont très importants. Donc l'ignorance est une deuxième raison. Mentionner la nouveauté du domaine. Deuxièmement, il y a l'ignorance qui fait que cela ne marche pas. Alors, c'est pour cela que nous mettons des approches qui permettent d'abord le leadership. Il faudra qu'il y ait un cadre juridique qui institue la PCI. Puis on va aller sur l'élaboration des différents documents, notamment les lignes directrices, jusqu'au mode ou bien les SOP, qui sont les procédures opératoires standards, et aller à leur dissémination et descendre plus bas pour que les gens puissent ressentir le besoin et l'utilité même de ce qu'ils font comme action. C'est long comme réponse, mais c'est une approche qui doit se faire aussi selon des approches multimodales pour asseoir la PCI. Mais ne baissons pas les bras. Nous pouvons aller systématiquement, communauté par communauté, et pour essayer de pouvoir nous relever de cette faiblesse. Alors, il y a notre collègue Pascal et Mehdi, avant de revenir au chat box où il y a une question, parce que nous allons bientôt chuter, nous rappelons qu'il y a le lien pour l'évaluation de la session. Après lui viendra Viagbo qui pourra parler. Cher collègue Hemedi, à vous la parole. Merci beaucoup pour la parole. Je remercie les présentateurs et le professeur Boulaboula pour leurs interventions brillantes. J'avais des questions à poser. Heureusement que une question, j'ai déjà trouvé une réponse euh, tout au cours de ces échanges. Je m'en vais directement poser ma question. Je voudrais savoir si, et compte tenu de la flambée des cas de Mpox dans la province du Sud Kivu, j'aimerais savoir si la province a déjà élaboré un plan de communication en cette période que moi je considère déjà de crise sécuritaire et humanitaire, parce que je me rappelle toujours de la phrase, d'une phrase d'un professeur qui nous disait, avec une bonne communication, on a la chance déjà à 90% de résoudre les problèmes d'une épidémie. C'était ça ma question. Merci. Beaucoup. On va demander aussi à notre collègue Viagbo de pouvoir poser sa question. Comme ça, on va ramasser les toutes au même moment. Notre collègue Viagbo, vous avez la parole et on va ramasser les réponses au même moment. Merci. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro, vous parlez à vous-même. Vous pouvez refermer le micro. Vous l'avez ouvert puis refermé. Collègue Viagbo. Il y en a qui puissent parler. Cher collègue Allô? Marabout, professeur. Oui, allez-y, allez-y. Oui, Ah, je peux aller? Merci oui. beaucoup. Merci, professeur. Merci à tous, surtout aux présentateurs pour le travail qui nous a été présenté. Moi, c'est Viagbo. Je suis à la direction régionale de la santé du Grand Lomé. Ça, c'est au Togo. J'aimerais revenir par rapport à la formation du personnel. S'il vous plaît, est-ce que je me fais entendre?
Oui, Allô, oui, est-ce que vous oui, oui. m'écoutez? Oui, nous vous Oui, D'accord, suivons, on merci président. beaucoup. t'écoute. Ouais, 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 ouais. Merci beaucoup. Donc, c'est une réflexion que je voulais partager avec vous par rapport à la formation du personnel. Nous avons vu qu'il y a une insuffisance. Dans ce domaine, il y a beaucoup de personnels qui ne sont pas formés. Et par rapport à l'utilisation des épis, on a remarqué également qu'il y a des insuffisances. Alors que nous savons que c'est ce personnel qui devait être en avant-garde, hein, dans la lutte contre cette maladie et pouvoir communiquer les risques de cette maladie à la communauté. Et on nous a présenté également qu'il y a une insuffisance, hein, de budget, hein, pour pouvoir former le personnel. Moi, je me dis, en attendant d'avoir les fonds nécessaires pour la formation, est-ce que c'est pas possible de pouvoir organiser quelque chose, même si c'est en mode virtuel, hein, pour donner les informations nécessaires au au personnel, surtout en matière de port d'épi. Je crois que c'est très important, surtout en ce qui concerne son utilisation, bien c'est- son utilité ou bien son utilisation de façon appropriée. Il faut d'avoir passé par d'abord l'évaluation des risques. Surtout que si on n'est pas formé, on n'a pas une notion sur l'évaluation des risques, peut-être que même on peut avoir 16 épis et ne pas savoir comment il faut les utiliser en bon escient, pour ne pas aussi tomber en rupture. Et donc, je me dis, je ne sais pas comment est la configuration du terrain là-bas, puisque nous sommes à Lomé. Je me demande, est-ce que ça n'est pas possible, de pouvoir organiser quelque chose, même si c'est en mode virtuel, pour donner l'information nécessaire aux gens en attendant d'avoir les fonds pour une formation en bonne et due forme. Merci à vous. Merci beaucoup, chers collègues, Oui, marabout, merci professeur, beaucoup. s'il y a moyen qu'il y ait une intervention. Merci beaucoup, docteur Valérie. Je remercie monsieur Emedi Pascal qui a parlé des plans de communication par rapport à la sensibilisation et autres. Et bien sûr, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial, ici où nous sommes, il y a le pilier CREC, communication des risques et engagement communautaire. Je suis parfois des émissions au niveau de la radio locale ici chez nous, que CREC est en train de faire son travail, bien son travail. Eh bien, la question aussi qui reste c'est celle de savoir, est-ce que la population ici chez nous écoute les informations, suit les informations et de telles émissions? Dans la plupart des cas, à 60 ou 70%, je peux dire non, parce que ici, c'est la musique, ici, c'est le chat, ici, ce sont les films et autres choses. Mais ce pilier-là des Grecs, communication des risques et engagement communautaire, fait passer certaines émissions, pas seulement au niveau de la ville de Bukavu, même dans des radios rurales. Ça fait passer des émissions pour essayer de sensibiliser les communautés en matière de, euh, de la, de la réduction des risques de contamination de la maladie. Donc, je pourrais dire que ce plan-là existe et ce pilier est souvent appuyé par une organisation ici sur place à Bukavu. Mais ce n'est pas du tout suffisant. C'est pas du tout suffisant. Pourquoi? Parce que euh, il faut chercher d'autres méthodes et d'autres stratégies. Le problème qui est là, c'est le problème des canaux de communication. Hmm. Les canaux de communication. Bien sûr, on peut communiquer par voie sonore, mais aussi, il faut aussi des matériels, des affichages et autres. Tout ça, ça entre dans la communication.
Et quand il s'agit, par exemple, des affichages pour la visibilité et le changement des comportements, et les moyens fait toujours défaut. Nous sommes toujours là, nous qui sommes pauvres de la famille, de la santé publique. Sans trop tarder, je pouvais passer pour répondre à la question de M. Viagbo depuis Lomé au Togo. Vous dites vrai. Je vous dis ici, dans notre exposé, il y a seulement 33% des personnels soignants qui sont formés. Et ces 33%-là ne couvrent rien par rapport à la province. 33% des personnels soignants. Ici, je parle des infirmiers et des médecins. Je ne considère pas les brigadiers d'hygiène, je ne considère pas les agents de la Croix-Rouge, non plus je ne considère les nettoyeurs, les agents de nettoyage. Et je ne considère pas, comme le professeur a dit, les leaders locaux. Or, si il y avait une grande proportion de personnel de santé en général qui étaient formés, plus les leaders communautaires, nous allons espérer même à 40% que notre action aura des faits. Et deuxièmement, vous avez proposé de dire que, en attendant, il faudrait même une certaine formation virtuelle. C'est ce que SCPCI est en train de faire actuellement. Je vous félicite, vous êtes à des milliers de kilomètres de la République démocratique du Congo et même à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, là où je me trouve. Vous suivez bien cette session par rapport à mes compatriotes congolais qui vivent dans la province dans laquelle je me trouve actuellement en train de lutter contre le Mpox. Et par rapport aux agents, même des bureaux d'hygiène et salubrité publique qui s'occupent de la PCI au niveau de la province. Si je vois la liste ici, il n'y a aucun, et pourtant ils ont reçu l'invitation, comme vous, vous êtes à des milliers de kilomètres de la République démocratique du Congo. Ce sont les efforts que ce PCI, avec tout son personnel, son arsenal et toutes ses capacités, ses forces et ses énergies, est en train de faire pour faire comprendre aux communautés et au personnel soignant que la prévention, le Mpox était fléau mortel, un grand problème très sérieux de la santé publique. À cela, je peux augmenter quelque chose, parce que ajouter quelque chose concernant les personnels. J'ai mentionné dans mon exposé, il y a des personnels qui ont du matériel, des épis, même si c'est insuffisant, quelques épis qui sont là. Mes chers collègues, ils n'emportent pas, ils n'emportent pas. Et comme aussi je peux dire, dans la salle de soins, dans les pavillons où sont isolés les malades, même s'il y a un dispositif de lavage de mains à cet endroit, il fait les soins en série sans se laver les mains. Donc, il y a une négligence et pourtant, le personnel a la connaissance, une négligence qu'on ne sait pas justifier. Et je pense que
Docteur Valérie et d'autres intervenants peuvent me compléter. Merci beaucoup, docteur Valérie. Merci, cher collègue Malabou. Le temps est parti et il est 2h30 d'après-midi. Il y a une dernière question. Je crois que ce que vous avez dit, c'est une réalité. On va essayer de pouvoir rapidement poser la question de savoir par rapport à la répartition des centres de traitement Mpox dans la province. Est-ce qu'il y a-t-il une mauvaise répartition, une faiblesse dans la répartition de ces centres? Parce que le collègue qui pose la question, Crescent Dabou, dit que il y a quelques jours, on s'est rendu compte que dans certains milieux, vous avez vous n'avez pas de centre Mpox et que les malades sont mêlés aux malades ordinaires dans les salles d'hospitalisation, cela augmentant du coup le risque d'exposition et de contamination. Est-ce que ne trouvez-vous pas qu'il y a une faible répartition ou une répartition inégale de ces centres au niveau de la province? À vous. Merci beaucoup, docteur Valérie. Effectivement, c'est un problème parce que il y a des zones de santé où il n'y a pas un centre de traitement Mpox. Comme je venais de l'annoncer, il y a 24 centres de traitement Mpox répartis dans 16 zones de santé. Pourtant, la province en a 34. C'est un problème qui est en train d'être traité au niveau de, de la coordination dans les piliers de gestion, je pense, d'incidents, des systèmes de gestion d'incidents, où cette harmonisation, cette discussion se passe. Et nous attendons les retombées de ça parce que il y a des endroits où il y a l'insécurité. Dans les hauts plateaux, à Minembwe, Fizi, tout ça, il y a de l'insécurité. Et dans ces endroits, il n'y a même pas de centre de santé. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un centre de santé qui est fonctionnel, la nuit ou la journée, on vient, on prend tout. Tous les médicaments, tous les instruments et on chicote même l'infirmier titulaire. Raison pour laquelle on éloigne parfois les centres de traitement Mpox par rapport à certaines entités. C'est seulement une des raisons. Mais d'autres raisons, je me réserve. Je suis dans le pilier PCI. Peut-être le pilier système de gestion d'incidents pourrait éclairer davantage. Merci. Cela étant dit, nous ne pouvons que dire grand merci. Pour d'autres questions, nous pouvons les continuer dans notre groupe WhatsApp, éventuellement sur les autres plateformes où nous sommes présents. Nous ne pouvons que dire grand merci à tous les participants, grand merci au présentateur du jour, cher collègue Mathias Marabou. Merci à tous les spécialistes qui sont intervenus. Mais avant de pouvoir clôturer, c'est avec plaisir que nous rappelons qu'il y a un lien d'évaluation de cette session qui a été partagé et nous remettons au bon soin du professeur tout en disant merci à toute l'équipe technique, notamment Eco India, et Pascal Tezangui qui nous aide. Nous avions dit que Pascal aurait un mot à dire quelque part par rapport à cette situation des sessions et d'obtention des certificats. Et nous remettons la parole au professeur pour pouvoir dire un mot de la fin. La présentation sera sans doute partagée. Merci beaucoup à tous. Professeur, à vous la parole et éventuellement Texangui au cas où il pourrait y avoir quelque chose à rajouter. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie. Merci, monsieur Mathias. Merci aussi à tous les intervenants, à tous les participants. Euh, Nous avons mis sur pied la première séance de la reprise de nos activités. Je vous remercie à tous. L'essentiel a été déjà dit par le modérateur, que tout celui qui a quelque chose à dire sur la prévention et le contrôle des infections peut toujours signaler sa présence et son sujet. Ça sera examiné et programmé.
pour que nous puissions continuer à faire vivre cette flamme de la prévention et du contrôle. Je remercie aussi l'équipe de ECHO India qui nous a permis de vous rejoindre et que nous puissions échanger. Je remercie Madame Kanika et j'ai dit pour la prochaine session, nous l'annoncerons sur les canaux habituels, sur notre plateau. Si vous remarquez qu'il y a une interruption, nous le signalons déjà. C'est dans des conditions vraiment particulières que Mathias a préparé cet exposé et Pascal pour nous balancer cela. Ils sont dans une période très délicate, très délicate. La guerre est à la porte de leur ville. Nous leur remercions et nous leur disons encore courage pour l'avenir. Merci à tous et à la prochaine. Merci, Merci, professeur. professeur. Et professeur est le président du conseil d'administration des SCPCI. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Oui, bonjour docteur Valérie, bonjour à tout le monde. C'est Bonjour. Pascal. Merci beaucoup pour la parole. Bon, je n'ai pas beaucoup à dire, tout a déjà été dit. Nous félicitons tous les participants aujourd'hui, particulièrement les présentateurs d'aujourd'hui, Monsieur Mathias Bouchiri. Nous encourageons les participants à prendre toujours part. Les certificats seront toujours là. C'est leur courage qui va leur donner les certificats, leur présence et leur dévouement. Nous félicitons les lauréats et ceux qui n'ont pas reçu, qu'ils puissent continuer. Et nous allons commencer à publier les rapports des participations à chaque séance pour que les gens aient l'idée de comment est-ce qu'ils évoluent. Parce qu'il y a eu beaucoup de réclamations et lorsque on les envoie dans les rapports, ils trouvent que d'une part, ils avaient aussi une part de responsabilité par rapport à cette absence de certificat de leur part. Sinon, merci à tout le monde et bon début de week-end. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.